Bonjour Guy Lemaire, Bonjour. bienvenue dans l'album, je suis ravi de vous accueillir. Je vais dire que vous êtes un peu un habitué de cette émission puisqu'on a fait un premier album il y a 15 ans. J'ai déjà eu ce plaisir et bonjour d'ailleurs à vos téléspectateurs. Eh bien voilà, on est heureux de vous retrouver. À l'époque, c'était au musée Apollinaire où on enregistrait l'émission à Stavelot. Ici, nous sommes à Védia pour découvrir votre parcours depuis 15 ans en fait. Vous allez exposer bientôt à Liège, à la galerie Celle d'Isbé Art Gallery. C'est à partir du 14 mai, c'est jusqu'à début juin. 13 mai. Vernissage le 13 mai. Vernissage le 13 mai, mais accessible au public à partir du 14, c'est Oui, ça? du 13, on invite tout le monde à venir faire la fête. Eh ben voilà, 13 mai à quelle heure, tant qu'on y est? À partir de 15 heures. À partir de 15 heures, voilà, c'est noté. Et on profite justement de cette exposition pour redécouvrir tout votre parcours artistique et puis parcours de vie, avec ces premières photos. Alors, on va les commenter. Qu'est-ce qu'on va d'abord découvrir dans cette exposition? En fait, c'est l'exposition du bien-être pour moi. Ça veut dire que ma carrière artistique, ça a d'abord été un lourd combat. Oui. J'ai eu le bonheur d'exposer à Verviers, à l'espace 157, qui a été un tournant, et maintenant, je vais dire, je suis en paix. Donc, je veux dire, je laisse ces histoires de censure, d'agression derrière moi, et je peux enfin libérer. Donc, si vous voulez, je dis, je n'ai pas eu, passez-moi l'expression, à baisser mon pantalon devant la censure, et aujourd'hui, je montre le reste de mon travail que j'ai peut-être, malheureusement et un peu bêtement, occulté, pour tenir tête au combat que j'avais à mener, pour montrer ce que j'avais aussi à montrer aussi. Alors, je ne veux pas brouiller votre sérénité, oui, évidemment, mais tout de même, cette histoire de censure, qui censure aujourd'hui dans un pays démocratique? Mais la censure aujourd'hui dans nos pays est une censure larvée. Ce n'est plus du tout, elle ne se déroule pas par des choses, je veux dire, agressives. Enfin, heureusement, on n'en est plus. Ça, je l'ai vécu en France, au moment où le Front National venait casser une de mes expos. Ça, oui, on n'en est plus là. Mais ce sont des manœuvres souterraines. C'est le fait de ne pas pouvoir exposer, par exemple, facilement, ou même pas du tout généralement, dans des lieux dits de public, enfin, dans des institutions artistiques, etc. Donc c'est le fait de quelqu'un comme moi, qui a déjà le problème de reproduction sociale, parce que je suis un artiste, mais je suis avant tout un ouvrier, fils d'ouvrier et fier de l'être. Donc, voilà, de ne pas avoir accès à certaines salles d'exposition et tout ça. Donc, une expo comme ceci, c'est aussi l'obligation de faire tout grâce à la gentillesse, à l'intérêt les gens, pour se battre contre une censure qui est une censure discrète. C'est un peu, on peut passer une information à la télévision à 8 heures du soir, on peut la passer à 2 heures du matin. C'est ça. Si on la passe à 2 heures du matin, on sait qu'il n'y aura pas un vrai impact. Si on la passe à 8 heures, elle aura un impact. Mais je pense que c'est un peu le problème, c'est de se retrouver dans une case, en l'occurrence... Moins accessible. Oui, et puis d'être catégorisé. D'accord. On vous catégorise, on vous dit... celui-là, c'est celui qui parle de ce qu'on ne peut pas parler. En tout cas, nous sommes bien d'accord, les photos que vous avez choisies, chez nous, il n'y a pas de censure, on prend tout. Non, j'ai fait, pas une autocensure, mais j'ai fait une précaution, ça je tiens à le dire. Tout ce qui est mon travail un peu dur, c'est ça. J'ai préféré, autant j'estime qu'on ne peut pas empêcher un artiste dans un lieu d'art de montrer tout ce qui est de l'art, même si ça dérange, autant j'estime que vous avez des spectateurs et on n'a pas à faire une intrusion chez eux avec des images qui me paraissent quand même, j'en ai conscience, extrêmement dérangeantes. Mais la délicatesse de l'artiste et le respect, effectivement, du téléspectateur est une chose, la censure en est effectivement une autre. Tout à fait, ça n'a aucune comparaison, voilà, aucune. Et donc, voilà, donc on est sur les premières photos. Parlons de ces premières photos. Oui. Décrivez-moi ce qu'on y découvre. Mais en fait, c'est un travail que je viens de faire sur l'art aborigène. Oui. Et alors, je tiens à préciser, ce n'est pas un héritage, je n'ai pas à m'approprier leur culture, c'est simplement l'utilisation de leur culture pour nourrir un travail qui est mien. C'est ça. Parce que je trouve ça important de bien préciser que je n'ai aucun droit de voler, je vais dire, l'esprit aborigène. Je respecte trop ces peuplades, etc. C'est simplement accueillir une façon de parler,
voilà, un langage, et de le mélanger avec quelque chose qui me tient à cœur, qui sont les mathématiques. Oui, Donc, c'est de l'écriture du type aborigène, mais c'est aussi des tas de signes et symboles qui sont hérités, on en parlera peut-être avec les autres photos, oui, oui, bien sûr. du langage mathématique. Alors, Donc voilà, c'est un marché à la Guillemer. Voilà. la Guillemet. Et alors la photographie, elle représente un pont, c'est-à-dire qu'avec mes modèles, j'ai plaisir à me recréer mes petites tribus. C'est ça. Donc Alors, en utilisant certaines techniques. vous êtes photographe, vous êtes peintre, vous êtes vidéaste, autodidacte? Autodidacte, tout est strictement autodidacte. Héritage familial, mon papa, des gens extrêmement modestes, mais qui a toujours dit, mon fils, je veux qu'il ait accès, malgré entre guillemets, la malédiction sociale, il a accès à l'art, aux choses intéressantes. Et il m'a apporté beaucoup dans ce domaine-là, et ça m'a permis, par moi-même, évidemment, de parcourir les choses. Je ne suis pas un grand théoricien, je ne suis pas, je fais pas partie de ces clans à la Marcel Duchamp, hein, où on pense tout le temps. Je suis un ouvrier de l'art. Donc, si vous me donnez une pierre, ben, je vais essayer de faire un cube et je vais essayer qu'il soit le plus équilibré possible. C'est ça mon job. Comment cet ouvrier de l'art, par exemple, entre-t-il dans l'art aborigène? Vous avez dit il y a des codes, il y a un langage, etc. Oui. On entre comment dans cet art? Ben, On le connaît tous, on l'a vu tous passer, mais une chose est de le connaître, de le percevoir, autre chose est de le comprendre. Mais je pense que je ne le comprends pas. Je pense que je le vis. Oui, d'accord. C'est vraiment, moi je suis un sensuel, donc c'est sur les sens. J'ai vu ça parce que je m'intéresse évidemment aussi, bien entendu, à ces civilisations. C'est peut-être le fait de vivre en aborigène où j'habite maintenant, mais ce sont des sensations. C'est une façon de raconter les choses. C'est palabrer. J'aime bien parler, ça se voit. Mais c'est de palabrer, de créer des choses à partir d'un langage qui m'intéresse, qui m'a interpellé. Comment? Ben, j'ai pas fait, honnêtement, j'ai pas fait toute l'étude je m'y suis intéressé de près, mais je n'ai pas fait des études d'art aborigène. J'ai sensuellement ressenti des choses. Je me suis dit, tiens, ce serait curieux si on mettait de l'art aborigène et des mathématiques ensemble. Et si on les mélange, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on obtient ce que je fais à mon niveau, quoi. Alors, on obtient ben voilà, quelques photos, justement. Comment travaillez-vous? C'est quoi? Moi, j'aimerais bien comprendre, c'est quoi mélanger l'art aborigène et les mathématiques? Mais les Qu'est-ce mathématiques, qu'elles viennent faire dans le bazar, les mathématiques? ben, les mathématiques me fascinent. Et j'ai toujours été fasciné par ce qu'on appelle art et mathématiques. Oui, Et il y a plusieurs démarches. L'art aborigène, c'est une partie des mathématiques qui m'intéresse de faire des collaborations, des mixages. Et il y a notamment quelque chose qui m'a fasciné, ce sont les équations de réaction-diffusion. Truc casse-pied, compliqué, il faut aimer les maths pour aimer ça. Et ce sont des équations qui ont été écrites, enfin, surtout diffusées par Alan Turing, qui est le mathématicien qui a décrypté pendant la guerre 40, avait décrypté la machine Enigma. On dit qu'il est le père de l'informatique, enfin, etc., etc. C'est pas n'importe qui. Mais je me suis rendu compte que, en utilisant ces équations, on avait en face des yeux quelque chose d'extraordinaire, qui sont des formes, mais des formes primaires, des formes primitives. Dès lors, qu'est-ce que je fais? Ben, je joue avec ces équations, je regarde les formes qui sont générées, si vous voulez, on va essayer d'être sage, j'ai peur d'être trop complexe. J'ai un carnet de croquis, en regardant ce qui se passe, vous en avez une image là, dans des réactions-diffusion, je fais mon carnet de croquis, et puis j'essaie de parler comme un aborigène dans la finalisation de l'œuvre, sauf que au lieu des points, des lignes qui sont propres à l'art aborigène, j'essaie d'y incorporer des points, des lignes, mais qui viennent de ces réactions mathématiques. Et c'est amusant parce que les gens me disent « Ah, tu fais des réactions chimiques ?» Eh bien non. Sauf que c'est tellement chimique, la mathématique, que voilà, c'est un petit peu c'est le principe du nombre d'or. Le nombre d'or, c'est la mathématique, mais pour les artistes, vous retrouvez ça sur l'acropole d'Athènes, vous retrouvez ça dans des galaxies, et vous retrouvez ça sur des coquilles de fossiles.
Donc c'est ça qui est fascinant. C'est amusant, c'est fascinant. Moi, j'aime bien m'amuser. Alors, ce qui est un peu étrange, c'est que je dirais que l'art est un monde d'inexactitude, par définition. Ah, vous n'êtes pas forcément d'accord, on en parlera. Et la mathématique, ça, c'est un monde de totale exactitude. Les deux ont eu quelque chose de commun en ce qui me concerne, c'est émerveillant. C'est merveilleux. Et je ne sais pas si les mathématiques sont tellement de l'exactitude. Je pense que les mathématiques... Moi, je trouve vraiment que l'art et les mathématiques sont quelque chose... Ce n'est pas la même chose, mais ça peut être très très bien concomitant. Ça peut collaborer entre eux. Il y a le côté des réactions-diffusion, mais je fais un autre travail qui est là. Là, je me bats contre l'intelligence artificielle. Donc, c'est un combat contre l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on veut? On veut que nous dessinions un carré et que l'intelligence artificielle nous dise c'est une chambre. Moi, je fais le contraire. J'enquiquine l'intelligence artificielle pour obtenir des dessins à nouveau, que je prends en croquis puis que je réutilise, qui sont des dessins un peu enfantins presque. Donc, en fait, je débilise, si je peux dire, l'intelligence artificielle. Dans l'autre travail que vous avez là, j'utilise autre chose des mathématiques. Ceci, c'est un travail, par exemple, sur la synthèse, donc la moyenne des choses, toutes les façons de faire une moyenne des choses. Et si vous prenez cette œuvre-là, dont je suis extrêmement content, je l'adore, personnellement, ça fait déjà... Eh bien, c'est quoi? J'ai pris ce film extraordinaire où on dit Tas de beaux yeux, tout le monde connaît la scène, Tas de beaux yeux, tu sais. Okay? Et j'ai pris cette partie du film, Tas de beaux yeux, tu sais. Je me suis arrêté avant et après. Je prends cette partie et chaque image qui compose le film, je la prends, je la prélève. Et puis, j'introduis toutes ces images dans un logiciel extrêmement complexe mathématique, qui s'appelle Mathematica ou MATLAB. Enfin, c'est des bazars ultra compliqués. Je peux dire bazar tellement c'est compliqué même pour moi. Mais ça me permet, si vous voulez, de faire la moyenne de chaque pixel. Oui. Mais il y a toutes sortes de moyennes, d'exclusion, d'inclusion. Enfin, il y a tout un tas de moyennes. Et puis, ça me permet à la fin d'avoir une image qui est une moyenne, grosso modo. Moyenne un peu spéciale. Pour ceux que ça intéresse, bon, c'est une mine, hein, dans le truc. Et alors, ça me permet, quand je la regarde, je me dis, mais tout compte fait, j'ai les deux acteurs, j'ai deux visages, suivant que je la regarde un tout petit peu inclinée comme ceci ou comme cela, j'ai les deux visages qui apparaissent l'un après l'autre. Donc, si vous voulez, ça me donne une synthèse qui est elle-même intéressante à mes yeux. D'accord. Je travaille beaucoup sur cette moyenne. Je fais la moyenne de 100 photographies de personnages d'une certaine époque. J'ai fait la moyenne de 100 photographies de réverbères sur les Champs-Élysées à Paris. C'est quelque chose qui me passionne et qui m'intéresse. Alors, la dernière utilisation, une des grandes utilisations des mathématiques, c'est l'image qui est là-bas. Et ça, c'est l'utilisation de la symétrie. Oui. Qui est aussi quelque chose qui me fascine. Dans mon enfance, j'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai plié les feuilles pour avoir les dessins psychiatriques. Là, hein. Et la symétrie m'est apparue comme quelque chose d'absolument intéressant. J'ai photographié des arbres, des branches d'arbres, et en pratiquant la symétrie, en utilisant un décodage de ce qu'on y voit, qu'est-ce que j'y ai trouvé? J'ai trouvé des tas de visages. C'est vraiment passionnant. J'oublie le terme exact. Enfin, je le connais à peu près, mais si je le dis, je suis sûr que je vais faire une erreur, mais qui est l'art de retrouver des visages un peu dans tout. C'est ça? Hein, dans un interrupteur, dans des visages, on en voit partout. Quoi. Eh bien, en jouant avec la symétrie, j'ai sorti des centaines de visages de deux branches d'arbres, enfin deux arbres, quoi, en les mélangeant. Ceci, c'est une utilisation mathématique des projections. Donc, c'est ce que l'on voit dans une boule. Quand on a un arbre de Noël, ceux qui en font, et qu'on a une boule bien miroir, hein, qui fait un bel effet de miroir, c'est ça qu'on voit. Sauf que là aussi, ça me permet de changer la façon dont, si vous voulez, je déplace l'image soit dans une boule tronconique. Enfin, c'est des choses un peu casse-pieds, mais qui donnent des choses amusantes dans le résultat, je crois.
Et la dernière, c'est une autre utilisation, mais c'est autre chose, c'est ma passion pour les échecs, qui est dans ce tableau qui fait 2 mètres sur 2 mètres, et qui est quelque chose dont j'avais envie depuis que j'avais vu ce film merveilleux de Dickmar Bergman, où la mort joue aux échecs contre le chevalier la mort. Et j'avais bien envie de faire une partie d'échecs entre l'homme et la mort. Et la partie d'échecs, elle est derrière, elle est écrite derrière, et l'homme perd, bien entendu. C'est ça. Hein, Ça représente quoi, le jeu d'échecs pour vous? c'est à nouveau une fascination. Je ne suis pas un grand joueur d'échecs, hein, je joue contre mon ordinateur. Quand j'ai le bonheur, je joue contre une personne physique. Ben, je ne suis pas de niveau jeu d'échecs, mais ça me fascine parce que quand j'utilise, j'aime beaucoup lire les grandes parties. Par exemple, j'ai un logiciel aussi, je suis quand même très logiciel malheureusement, mais j'ai un logiciel où je peux revoir toutes les parties de mon idole, évidemment. Je vais avoir le trou de mémoire. Ce n'est pas Karpov, ce n'est pas Kasparov, c'est l'Américain qui est décédé et qui était le plus grand joueur d'échecs au monde. Je ne saurais pas vous aider là. Fischer, Bobby Fischer. Ça, vous voyez, ça c'est l'âge. Et Bobby Fischer, je reprends toutes ces parties parce que c'est magique, quoi. C'est de la magie de voir se déplacer les pièces, de dire, mais enfin, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Et puis de se rendre compte qu'il y a une logique là derrière tout ça. Ce que c'est comme l'art. J'ai 67 ans, je sais que j'en fais 25, mais j'ai 67 ans et je n'ai pas été un jour adulte de ma vie, je peux jurer. Ce qui me permet de regarder l'art, les échecs, même les mathématiques comme un jeu. Finalement, je ne prends pas trop la vie au sérieux et j'essaye qu'elle ne me prenne pas trop au sérieux non plus. Voilà. Donc l'art, c'est un jeu. C'est un jeu. Eh ben, on va continuer à jouer alors. D'accord. L'exposition Espace 157, vous indiquiez que c'était une exposition importante pour vous. Charnière. Expliquez-moi ça. Mais l'exposition charnière... Donc elle date de quand en fait cette exposition? Il y a un peu plus d'1 an. Oui, c'est ça. Ne me posez pas des questions sur les dates, c'est atroce. Vous êtes un homme de chiffres, non? Non, oui, mais pas de date. Je suis un homme de chiffres, quand j'ai les chiffres, je les ai sous les yeux. D'accord. Pour les dates, j'ai mon épouse, qui est... c'est elle qui note tout. Cette expo, alors, pourquoi un changement radical, un changement profond? Mais avec les images que vous avez là, je peux vous raconter brièvement, bien entendu, mon changement profond. Ces 2 images-là, c'est ma bagarre. Donc c'est toute ma vie d'artiste, j'ai dû me battre quand on en a parlé, la censure, etc. Celle-ci est amusante parce que c'est le moment où je peux exposer à Milan et à Brescia. Et je la raconte en une seconde, à peu près, si c'est trop long. C'est amusant, j'ai eu un article de 1/4 de page dans Le Soir qui s'appelait La Mortadelle Art. Mais pour la mortadelle, pourquoi? J'ai une exposition dans le nord de l'Italie, Milan, Brescia, musée. C'est une exposition importante pour moi. J'envoie mes œuvres, évidemment, saisies par la douane à Côme. Donc j'essaye de faire passer, parce que je rêve de l'exposition, j'essaye de faire passer mes œuvres, ça ne passe pas. J'en parle à une amie qui est à la RTB, qui me dit, écoute, ce soir, je reçois M. Coles. Je ne suis pas politique, hein, ce n'est pas du tout l'homme politique dont je parle, c'est l'homme qui me reçoit quand même 30 secondes et qui me dit, écoutez, je vais demander aux affaires étrangères, vous imaginez, qu'on débloque le colis. Non. Et non, parce que le douanier dit alors, non, c'est de la pornographie, c'est illégal, c'est de la pornographie illégale, je ne peux pas la laisser entrer en Italie. Mais comme les Belges poussent, il dit notamment, je ne sais pas si on peut utiliser le terme sur la TV, mais il dit, il y a une fellation dans le truc. Ce qui est faux, il y a une photo qui est un hommage à un artiste qui s'appelle Clovis Trouille et qui est une dame qui souffle dans un grand ballon. D'accord. C'est de la symbolique, mais ce n'est pas l'acte. Hein, pas... Bon. Il dit, bon voilà. Donc il y a un grand remue-ménage, hein, comme ça. Et puis finalement, on aboutit à ce que les autorités italiennes disent, ben, on va envoyer, je ne sais plus où c'était une grande université où il y a un département art pour dire est-ce de l'art ou de la pornographie. Ok. Et le verdict? Ben, pas de chance. Le verdict, c'est non seulement c'est de l'art, mais en plus c'est de l'art de qualité musée. Ah oui, ok. C'est un mauvais verdict, pourquoi? Parce qu'alors le douanier dit, donc c'est importation illégale d'œuvres d'art. Donc, quoi qu'il arrive, c'était bloqué. C'était bloqué. J'ai dû refaire l'exposition
chez moi, rapide. Hein, j'ai dû retirer, heureusement c'était une photo, donc j'ai tout retiré, retravaillé, etc. Et je l'ai envoyé par un camionneur qui m'a dit, tu me donnes un casier de bière et moi je vais te les conduire. D'accord. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que maintenant je ris tellement de la stupidité de la censure. Aujourd'hui, j'en ris à gorge déployée. Et le 157, c'est un tournant. J'étais un radical un peu bête, je crois. Avant, je disais, il me plaît de montrer mes œuvres, etc. Et je négligeais, comme je l'ai dit, tout mon travail de peinture, mon travail de dessin, de sculpture, de vidéo. Et le 157, c'est un lieu mythique pour moi, dans ma mémoire. D'abord parce que c'est deux personnes, M. Barzin et M. Louis-Guy, le nom est un peu compliqué pour moi. C'est deux personnes qui sont des artistes, qui tiennent un magnifique lieu d'art, parce que le lieu d'art se prête magnifiquement aux travaux d'art contemporain, donc à mes travaux de 2 mètres sur 2 mètres. Et ce sont deux personnes, évidemment... Comme celui-ci, d'ailleurs. Comme celui-ci. Voilà. Celui-là, c'est un... des grands formats magnifiques. Très grand format, oui. Et donc, ce qui est magnifique, c'est que ces deux personnes étant des artistes, il n'y a même plus de discussion. Et il y a encore plus magnifique, pour moi, c'est un cadeau de fin de parcours peut-être, hein, c'est que le public verviétois était extrêmement accueillant, extrêmement tolérant. Et on avait mis évidemment précaution une partie du travail, puisqu'il y avait aussi mon travail dérangeant. On avait mis, faites attention, si vous entrez là, il y a des choses qui pourraient vous déranger. Et les gens en ont parlé avec vraiment beaucoup d'intérêt. Ça m'a intéressé moi-même au dernier degré. Et donc je me suis dit, mais finalement, peut-être que le combat contre la censure, toute cette violence est terminé. Et aujourd'hui, je fais, grâce au 157, évidemment aux qualités exceptionnelles de ces personnes qui ont monté une expo formidable en ce qui me concerne, ben, je vais faire une exposition apaisée. Voilà, apaisée. Je mets l'accent sur mes aquarelles, mes dessins, mes peintures. Il y aura quelques photographies, mais je ne me sens pas dans l'obligation, si vous voulez, de prouver encore aux gens qui sont des intolérants que la tolérance doit exister. Voilà. Ça devient leur problème, plus le vôtre. Ça devient leur problème, voilà. D'accord. Exactement. Le seul petit handicap, et alors la galerie est très accueillante, c'est tenu par une dame et un monsieur, et par bonheur, le monsieur est un artiste qui a fait l'Académie des Beaux-Arts, donc je suis tout à fait rassuré de ce point de vue-là. Elle n'a qu'un tout petit inconvénient pour moi, qui n'est dû ni à la galerie, mais à moi, c'est que mes œuvres de 2 mètres sur 2 mètres, là non plus, je ne saurais pas les mettre. Donc je lance un appel, je cherche une galerie pour pouvoir exposer des œuvres monumentales de 2 mètres sur 2 mètres. D'accord. Eh ben voilà, l'appel est lancé. Voilà, l'appel est lancé. Alors, on va passer par la radicalité. On va passer par la radicalité. Alors, voilà quelques photos que je voudrais que vous me commentiez. Voilà. Oui. Mais ça, ce sont des images ces trois-ci. Oui. Ce sont des images qui m'interpellent et qui vont avec d'autres choses comme les modernes primitifs que je n'ai pas souhaité amener. C'est pas vous, je n'ai pas souhaité les amener. Cela est. La vie, cela est. La vie, c'est aussi un cancer du sein. La vie, c'est cette dame qui sourit à la vie, hein, avec tous les signes du cancer et tout ça. Et ce n'est pas quelque chose pour moi que l'on doit mettre dans un hôpital ou tristement à TV, faites des dons pour le cancer, tout ça c'est très bien, hein? Mais je pense que l'art doit dire aussi ces gens sont beaux. Malgré que ça a cogné, ils restent beaux. Vous voyez? Ça, c'est une dame qui se mutile. Donc, et elle m'a dit, je ne ferai jamais ça pour personne, mais pour toi, si tu veux le photographier, tu peux. Et ça m'a touché parce que c'est une écriture. Moi, je pense à des tablettes sumériennes. C'est une écriture de ce que la vie peut être dure. Quoi. Ceci, c'est une autre écriture. C'est une vieille dame, très âgée, qui me dit vraiment, vous allez photographier mes plots, mes peaux, mes replis, mais oui, parce qu'on reste beau pour moi. On reste beau, il y a, ça c'est le voyage au bout de la nuit écrit sur la peau, quoi. Et donc voilà, ça c'est un aspect de la radicalité. Ceci, si je peux me permettre, oui, allez-y, on vous suit. Ça c'est un hommage que j'ai fait avec mon épouse d'ailleurs, un hommage aux travaux de Marina Abramović. Donc c'est un hommage, je fais beaucoup d'hommages, je fais hommage aux aborigènes, je fais un hommage à Marina Abramović. C'est quoi? Ce n'est pas... alors les Anglais disent legacy, c'est héritage. Non, ce n'est pas un héritage, ce n'est pas une copie. C'est simplement une réinterprétation
Un hommage, il n'y a pas d'autre mot. Et ceci, c'est un hommage aux performeurs sur des genres, donc ce qu'on appelle par exemple les actionnistes viennois, qui parlent de ce qu'on retrouve maintenant, la violence. Ce sont des enfants de la guerre, hein, ce sont des enfants nazis parfois. Et ils parlent de ce que nous voyons tous les jours. Moi, je ferme ma TV, c'est horrible ce que nous voyons. Et ils parlent de ça en parlant de la souffrance et en mettant la souffrance en scène dans l'art. Ça m'a interpellé, j'en ai parlé aussi. Voilà, j'essaye d'être un témoin. Si vous voulez, je suis un témoin. J'ai été le témoin je suis très fier d'avoir été le témoin de montrer les premiers modernes primitifs. Je suis fier d'avoir fait ça. Montrer que des gens pratiquent aujourd'hui, parce qu'ils en ont besoin, des rites des Indiens d'Amérique où on se pas avec des crochets à une balustrade, hein, poursuivi à l'époque. Poursuivi exercice illégal de la médecine, hein, quand on passe les crochets. J'étais très fier comme j'en parlais tout à l'heure, j'étais très fier de photographier des homosexuels qui se battaient pour leur identité. En disant quoi? Mais en disant, non seulement ils existent, mais en plus c'est beau. Et non, ce n'est pas une maladie. C'est un mode de vie qui n'est pas le mien, mais qui est beau. Ceci, c'est autre chose. Ça rejoint les mathématiques, curieusement. Ceci, c'est un travail sur ce qu'on appelle, je suis très japonisant aussi dans ma culture. Le shibari, c'est un art japonais des cordes. Je n'utilise pas volontairement le terme bondage parce que ça ramène à des trucs sordides, pornographiques. C'est un art. C'est un rituel que je comparerais à l'art du thé. J'ai eu la chance d'avoir des initiations successives sur les nœuds qui ne sont pas n'importe quoi, car les nœuds ne sont souvent pas des nœuds parce qu'ils doivent passer. Enfin, c'est complexe. Et on le voit moins dans celle-ci, mais je n'ai pas apporté l'autre image qui me tient fort à cœur parce que c'était un nu total et je pensais que ce n'était pas approprié. Moi, pas vous, moi. Et ça permet de faire des mathématiques avec les cordes. Ah oui. Parce que je me suis rendu compte que leur art des Japonais, c'était des polygones de Varignon, donc des polygones de force, qui permettent de stabiliser les forces. C'était des équations de Delaunay, vous voyez, les maths, qui permettaient d'avoir une harmonie dans la corde, etc. Et je suis devenu fanatique du shibari, donc de cet art japonais des cordes, que je pratique avec des personnes volontaires, hein, je ne force personne, et qui ont, elles aussi, envie de vivre une expérience que j'appellerais initiatique. L'autre, ceci, c'est autre chose. C'est toujours un héritage de mon épouse, qui est un excellent modèle et une excellente source d'inspiration pour moi. C'est un travail sur ce qu'on appelle le buto. Alors, c'est quoi le buto? C'est une danse post-Hiroshima, une danse japonaise qui est, si vous voulez, un leg quand même du traumatisme des bombes atomiques. Donc il y a énormément de morts. Pour vous donner, morts dans l'art de buto. Pour vous donner une idée, il y a des danseurs de buto qui font ce qu'on appelle l'anko buto, donc le buto de la mort, le buto de la mort, et qui vont jusqu'à s'arracher les dents, voire enlever une côte pour être vraiment la visualisation de la mort. Alors c'est comme pour les aborigènes, je ne les copie pas, ça ne sert à rien, ils le font beaucoup mieux que moi. Mais ça m'inspire, et dès lors, j'essaye de faire du mixage, faire de la popote. Je fais de la popote entre le buto et ce que moi j'ai à dire. N'est-ce pas? Et ici, par exemple, les projections sur on ne le voit pas bien, c'est très petit, et les œuvres sont très grandes. Les projections sur le personnage sont des projections et des ibakuchas, donc ce sont les victimes de la bombe atomique avec les horreurs qui sont là derrière. Donc, pardon, c'est le moment de dire aux gens là, calmez-vous hein, avec vos histoires en Ukraine. Calmez-vous les gars, c'est dégueulasse la bombe, hein, la guerre. Bon, voilà. Et j'y ai mêlé aussi des images de corps. Voilà, il n'y a pas que les Japonais, chez nous aussi il y a des horreurs. Et j'aime pas les horreurs. Ouais. Voilà, j'essaye de le dire comme ça, ce qui n'empêche que je me fais quand même engueuler parce que les gens sont nus, parce que les gens sont nus. C'est terrible, c'est terrible. Alors, il y a votre petit monde. Hein. Oui. Alors, vous habitez, ok. Oui. Et puis, les animaux, votre atelier. Et l'atelier, oui. Parlez-moi de votre petit monde. Tout dans un petit truc, quoi. Tout ça dans un petit truc.
j'habitais Liège, en plein centre de Liège. J'étais propriétaire d'une maison, quasi un musée d'art contemporain, parce qu'on avait fait tout nous-mêmes avec l'aide d'un artiste. Un artiste que j'aime beaucoup, Constant, qui avait fait des sculptures en métal, un atelier de sculpture en métal qui traverse la maison. C'était vraiment un lieu où je me sentais bien, mais je ne pouvais plus. La ville, je ne pouvais plus. La ville, je ne sais plus. Comme les actualités, je ne sais plus vraiment. Tout ça, je ne sais plus. Et ça, c'est pas vieillir, c'est retomber en enfance, c'est-à-dire vivre dans un monde serein. Et le monde serein, c'est quoi? C'est un tout petit truc où on vit. Voilà, j'ai eu une expérience de vie qui fait que j'ai perdu, on ne va pas chouler là-dessus. Chouler, ça veut dire pleurer. Voilà. Oui, je sais. Je ne vais pas pleurer sur ma vie. J'ai dû vendre ma maison de Liège. Je suis venu habiter un petit chalet en bois. J'y ai mon atelier, mon épouse, mes enfants. J'ai mes enfants qui font leur vie, mais j'ai mes animaux qui me remplissent tous les jours de joie, qui me remplissent de bonheur parce que c'est clair, quoi. Et pourquoi est-ce que je parle des animaux? Parce que je voudrais la même chose chez l'humain. On est clean, quoi. Essayons de nous faire du bien. Essayons d'éviter toutes les bassesses et tout ça. Et essayons simplement, je ne sais pas, de vivre dans des microcosmes. Oui, d'accord, peut-être des microcosmes. Mais où la règle, je suis anarchiste, hein, bon. La règle, c'est on se respecte. Voilà. Et je trouve que je reparle 2 secondes de mon travail passé. Je pense que toutes ces heures de liberté, tous ces gens que j'ai vus qui se battaient pour une liberté élémentaire, la liberté d'être ce qu'on est, de ce que nous sommes. Tant qu'on ne nuit à personne d'autre, on a le droit d'être ce qu'on est quand même. Hein. Eh bien, je pense que tout ça est battu en brèche. Oui, il y a les gros trucs, hein, on peut dire, ouais, regardez un peu là, là, là. Mais je déteste quand on dit, regardez ce qui se passe là, là et là, parce que ça se passe ici aussi. Ici aussi. Oui. Ici aussi. On approche de la fin de l'émission. Quelques livres. Oui. Alors, hops. On garde celui-là pour la fin. D'accord. Voilà. D'accord. Alors. Temps mêlé, d'abord, si vous permettez. Temps mêlé, c'est Blavier. Hein. Ben oui, c'est Verviers aussi. C'est Verviers, Blavier, mon vieux copain, qui m'avait proposé de faire et des photos et la couverture de Temps mêlé. En me disant, mais en plus, les gidouilles, tu les fais Sinistrogie, mais c'est magnifique. Hein. Et ces soirées, il passait avec lui, avec tous les copains, il avait une petite cour, tous les copains qui nous entouraient, tout ça. C'est des moments de bonheur parce que je ne peux pas m'empêcher de parler, évidemment, des combats, de la censure et tout ça. Et là, c'était le contraire. C'était dans un monde de censure, pour moi, en ce qui me concerne, mon art, c'est un moment de grande liberté. C'est quelqu'un qui m'a accompagné. J'ai fait une exposition à Bruxelles. Il m'a fait la plus belle préface du monde. Je l'ai gardée, c'est précieux. Donc, voilà, ce sont ces gens qui, tous les jours, calmement, gentiment, apportent une pierre à la société. Construisent le mur avec des petites pierres, là, comme ça, les unes à côté des autres. Eh bien, ils apportent leurs petites pierres. Et ça, c'est quelque chose qui m'a apporté un bonheur immense. Donc, au niveau littérature, si j'apportais tous mes livres, on couvrirait. Hein. Muret, c'est autre chose. Muret, c'est... J'en ai parlé par rapport à l'art, justement, parce qu'il décrit très bien une chose, notamment, il dit, j'essaie de retrouver la phrase, ces groupements, ces sociétés portées partie civile et qu'on aimerait tant voir portées à disparaître. Et je pense que c'est une leçon, quoi. C'est une leçon de tolérance la tolérance, aujourd'hui, je pense que l'oppression, on parlait de censure, l'oppression, une forme d'oppression et de censure, elle vient des braves gens. Les gens qui disent, ah, il faut retirer ta tête là. Mais non. Il y a eu des époques, il y a eu des histoires. Ne touchons pas à la culture. Et dans les horreurs qui se passent actuellement, je suis un des rares à dire, par exemple, ne censurez pas des artistes. Les artistes sont des artistes. Sauf certainement dans des régimes dictatoriaux ou pseudo-dictatoriaux. C'est les premières personnes qui souffrent. Hein. Donc, ne censurons pas des artistes sur leur origine. Ouais. Parce que si on censure un artiste sur son origine, on est revenu
à la période où il y avait l'art dégénéré, où on censurait les artistes parce qu'ils étaient non pas des artistes, mais parce qu'ils étaient juifs. Oui, tout à fait. Donc voilà. Et le dernier, j'ai réussi ma vie, c'est ce que j'aimerais bien dire. Et c'est mon ami Léo Campion, qui est aussi quelqu'un qui m'a apporté beaucoup au niveau du bonheur, de la sérénité, et qui m'a donné beaucoup de leçons. On ne va pas se prendre trop au sérieux. Et en art, c'est important, parce que l'art, aujourd'hui, c'est des gens très sérieux, comme ça, des petits cénacles, comme ça, entre eux. Oui, c'est un peu effrayant, ça, non? Oui, qui disent... ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Oui, mais... Oui. Et en plus, vous savez, moi, je vais me faire beaucoup d'ennemis, tant pis. Une serpillière, un seau et une brosse au milieu d'une galerie immense, toute de blanc, et où on me dit, c'est tellement extraordinaire. Moi, l'artiste ouvrier, l'artiste de la simplicité, je me dis, on se paye ma tête. C'est parce qu'on est à la TV, autrement je dirais autre chose. On se paye ma tête, quoi. Et je ne veux pas être confondu. D'ailleurs, ils ne veulent pas être confondus avec moi non plus. Ouf! Et je pense que des gens comme Léo Campion, surtout ce livre, et en outre, s'appelle Le drapeau noir, l'équerre et le copain, ce sont ces deux ouvrages, et l'avoir fréquenté physiquement, c'est deux ouvrages qui donnent des leçons de bonheur, quoi. Les chevaliers du Tastefest, est-ce que vous imaginez quelle joie, quel bonheur, quelle richesse il y a là derrière, quoi. Pour terminer, un voyage, pas n'importe quel voyage, au bout de la nuit avec Céline. Oui. C'est Céline dont on reparle beaucoup. Je suis célinien. Ah voilà. Céline sur ma peau. Alors, Céline, on en reparle beaucoup. Je crois que la mort de sa veuve a débloqué certaines choses. Oui. Puis une histoire un petit peu obscure avec un ancien journaliste qui détenait des manuscrits, peu importe. Mais il y a des livres, des manuscrits qui sortent aujourd'hui, qu'on a redécouverts. Et puis il y a le grand classique, évidemment, que vous avez pris avec vous, Voyage au bout de la nuit. Le grand classique, évidemment, Céline, il m'enrichit toujours. Et il m'enrichit parce que je pense aussi, ça fait un peu grande langue, mais c'est vraiment une vraie lecture, non pas de l'œuvre uniquement de Céline, mais de la vie de Céline. Mm-hmm. Alors, quel casse-pied, quel provocateur. Mais en même temps, on dit, Céline, vous lisez Céline, c'est un antisémite. Mais en même temps, il a soigné, il y a des gens qui cachaient des juifs. À 5 mètres ou à 10 mètres de son appartement, il ne les a jamais dénoncés. Quand les Allemands lui ont demandé vous ne voulez pas écrire un texte antisémite, il a refusé, en fait, en disant mais non, Hitler est juif. Ça montre un peu à quel point le type pouvait être délirant. Je pense que Céline, il appartient aux écrivains délirants, mais en même temps aux écrivains qui ont fait quelque chose d'extraordinaire pour des gens comme moi, de ma classe sociale. Je ne lis pas Bourdieu pour la reproduction sociale, je lis Céline. Et je pense qu'il décrit très bien ce que j'appelle la malédiction sociale. Céline, dans ses livres, il explique bien que pour arriver quelque part, on est tous égaux, hein, sauf qu'il y en a qui prennent un ascenseur, les autres, ils doivent monter les escaliers. Et ça, c'est déjà, rien que ça, c'est une richesse extraordinaire. Alors, j'ai apporté, mais c'est pas, je ne sais pas si c'est maintenant que je dois dire si je l'emporterai sur une île. Si. Je ne l'emporterai pas sur une île, parce qu'il y a une phrase que j'ai notée, la vie, c'est ça. C'est un bout de lumière qui finit dans la nuit. Eh bien, c'est même pas la phrase que j'emporte. J'emporte rien avec moi, sauf le bout de lumière, c'est tout. Vous devriez faire la couverture du livre, ce serait quoi? La couverture du Voyage au bout de la nuit. Pour une fois, je vais être trop modeste, je serais gêné de faire ça. Parce que Céline est mort. S'il était vivant, je pourrais tenter le coup. Mais pour une fois, je vais être modeste, ce qui n'est pas, paraît-il, dans mon habitude, bien que je dise le contraire. Ça, je vais faire la couverture du bout de la nuit. Je ferai plutôt, j'emballerai le livre, je scellerai l'emballage, je ferai ce qu'on appelle, c'est moderne, une capsule du temps, et je l'enverrai, je ne sais pas, une fois sous terre et une autre copie dans l'espace peut-être, pour que
comme vous savez, cette mission Apollo là, qui portait une plaque avec les valeurs de l'homme, eh bien, je pense que Céline, contrairement à tout ce qu'on dit, je vais encore me faire brûler vif, mais c'est vraiment l'humain, avec ce qu'il a de pire, de plus bête, et ce qu'il a de plus merveilleux. Voilà. Vous dites, je scellerai le livre. Oui. Vous avez scellé, en tout cas, au Cell d'Isbé Art Gallery à partir du 13 mai, décidément 13 mai à partir de 15h, c'est ça? À partir de 15h, vernissage, c'est l'occasion de parler, enfin, c'est difficile si on l'espère, il y a du monde, s'il n'y a pas de monde, c'est plus facile, mais c'est l'occasion aussi peut-être de rencontrer physiquement des personnes, parce que ça me casse un peu les pieds, c'est Facebook, où j'échange avec des gens, parfois de manière très intéressante, mais ce n'est pas humain, c'est pour ça que moi je dis toujours aux gens, je fais comme les Japonais, quand vous rencontrez un Japonais, il vous donne sa carte de visite, je le fais, mais en disant, si vous voulez parler, si vous voulez qu'on se voit, j'habite, ok, la porte est ouverte. Ok, voilà. Si on peut dire. C'est la porte de la galerie qui est ouverte cette fois-ci. Très bien, ben merci, c'est bien noté. Et puis merci pour votre accueil, merci de parler de l'art. Ah ben c'est bien naturel et rendez-vous dans 15 ans pour le 3e album. Ça marche? Dans 15 ans, je devrais avoir quoi? Dans 15 ans, je devrais avoir 13 ans. 25 ans plus 15, vous aurez 40 ans. Non, je n'y arriverai pas. On va garder 23. Merci à vous. Je vous en prie. Merci. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, lundi, 20h30. Bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt.